vous laisse la parole, donc Jérôme Besson, maître de conférence à l'Université de Poitiers sur la légalité comme source, qui est complémentaire de ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup. Je remercie bien sûr Jacques Leroy pour son invitation. Un grand plaisir d'être à Orléans aujourd'hui pour ce beau colloque avec encore une fois un très beau thème. Un thème qui inspire. Donc pour cette intervention cette deuxième intervention sur la légalité, il s'agit effectivement de penser la légalité comme source. Je vais essayer de vous proposer un autre regard sur la légalité, un regard qui va essayer d'être complémentaire de celui de Pascal Beauvais, mais je n'exclus pas, pardonnez-moi par avance, quelques recoupements qui peuvent arriver. Car comme l'a dit Pascal, il y a évidemment ici deux aspects tout à fait liés. Alors c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement riche, et un sujet, pour reprendre les mots de Pascal, avec une certaine insécurité. Et de ce point de vue-là, eh bien, on peut citer Mireille Delmas-Marty qui, il y a quelques années, disait « Même pénal, la loi n'a pas tous les droits ». Et il est vrai que durant les 60 dernières années, eh bien, on a pu voir cette source particulièrement remise en cause. On parlait de légicentrisme autrefois. La Constitution de 1958 a été sans doute l'une des premières à mettre à mal ce légicentrisme. Depuis, le phénomène de mutation est absolument palpable. À bien des égards, la loi est concurrencée, elle est complétée, elle est soumise par ou à d'autres sources. Alors, dans ce contexte de mutation, d'aucuns diront aussi de fragilisation de la loi en tant que source, eh bien, peut-on considérer que les clés de lecture identifiées par la doctrine, celles dont on dispose, sont encore satisfaisantes ? Alors, il faut pour cela s'interroger sur la mission qui nous est confiée. Et d'abord, identifier ce qu'est penser. Alors, penser, c'est bien sûr observer, mais aller au-delà, c'est réfléchir. Et penser en vue d'une rethéorisation, eh bien, cela implique, nous semble-t-il, d'essayer de passer en revue, en tout cas, identifier les éléments théoriques pour identifier les besoins en rethéorisation, pardon. La légalité comme source du droit pénal, alors il est ici intéressant de noter que la loi parlementaire, puisque c'est bien la loi parlementaire dont il est question, a constitué la source unique du droit pénal, mais qu'aujourd'hui, eh bien, elle s'insère dans un ensemble plus général dont elle n'est qu'un élément, mais un élément essentiel, faut-il le rappeler, évidemment. Il ne s'agira pas ici d'évoquer les questions relatives au principe ou à l'application de la loi, mais plutôt de s'intéresser au procédé de création du droit pénal de fond, du droit pénal de forme également, à l'origine donc de ce droit pénal. Alors, pour commencer, eh bien, ça a été évoqué par Pierre-Jérôme Delage. On peut reprendre la conception classique héritée de Beccaria et de quelques autres, il l'a bien mis en avant, de la légalité comme source, qui est révélatrice de deux caractéristiques. La première, c'est que la loi devrait être la seule source. La deuxième, c'est que la loi devrait être dans l'obligation de présenter les éléments nécessaires pour être la seule source, notamment pour ne pas permettre à d'autres, et singulièrement aux juges, de l'être. Or, ce schéma-là, simple, correspond difficilement à la réalité juridique, d'une part, parce qu'elle nie la diversité des sources qui entourent la loi, et d'autre part, parce qu'il est insuffisant pour répondre aux enjeux liés à la loi elle-même. Et ainsi, il nous semble, et ça va être l'objet de ce propos, que l'effort de rethéorisation doit être fourni à la fois parce qu'il faut penser
la loi dans son contexte, penser la légalité dans son contexte, mais aussi dans son texte. Le contexte, on l'a dit, c'est celui d'une mutation dans laquelle s'inscrit la loi, notamment parce que le droit s'apparente davantage à un système où la place du non législatif doit être réévaluée par rapport à la loi elle-même. Il faut penser la légalité dans ce contexte contemporain, en distinguant la place de la loi et de certains acteurs, en l'occurrence, bien, ce sont les juges, Jacques Leroy l'évoquait à l'instant, mais aussi la loi et les autres normes qui sont non législatives. La question de l'articulation entre la loi et les juges a été particulièrement mise en valeur par les théories dites réalistes d'interprétation du droit. Mais ici, il faut parler de juges au pluriel, car il faut distinguer la situation des juges qui vont contrôler la loi, qui se placent finalement au-dessus, et des juges ordinaires qui vont la mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que si on observe le point de vue des juges qui contrôlent la loi, eh bien, le juge de conventionnalité, le juge de constitutionnalité, on a une rupture réelle avec le modèle d'un parlement prédominant et qui participe finalement à la promotion de valeurs essentielles, mais qui contribue aussi à la fragilisation de la loi. Pour illustrer cette évolution-là, eh bien, qui est quelque peu paradoxal, deux phénomènes sont tout à fait perceptibles et pertinents. C'est la complexité du contrôle et c'est la diversité des effets. La complexité du contrôle, parce que la diversité des juges coïncide avec une pluralité de contrôles. Des enjeux peuvent exister à la jonction des juges, ce qui illustre le principe non bis in idem, avec des enjeux en droit européen, en droit constitutionnel. Or, aujourd'hui, discussion des juges, concurrence des juges, priorité des contrôles, complémentarité des contrôles restent des thèmes essentiels dans les relations entre juges qui contrôlent la loi. Mais diversité aussi des effets parce que les juges, par leur contrôle, restreignent le pouvoir d'initiative du législateur en interdisant ou en obligeant. En interdisant parce que, notamment, le juge constitutionnel a parfois redessiné la répression grâce à son contrôle. Et l'exemple de ce phénomène-là, eh bien, c'est la double déclaration d'inconstitutionnalité des limites de l'exceptio veritatis, par exemple en matière de diffamation. On le voit bien. Mais pour la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, dans l'affaire Éon contre France, c'est le délit d'offense au président de la République qui a été déclaré contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le sens de l'obligation, maintenant, François Rousseau, notamment, a particulièrement bien identifié des obligations qui sont faites aux législateurs par les juges, obligations positives d'incrimination, de pénalisation, notamment pour protéger certaines valeurs, ou de dépénalisation, et aussi des obligations procédurales, notamment pour que certaines atteintes ne restent pas sans réponse pénale. Or, si derrière tous ces débats se trouve en filigrane la question de la légitimité, on a parlé de la légitimité démocratique, fonctionnelle, ces juges contrôlent désormais la loi, qui est l'œuvre du législateur, et ces juges-là ne peuvent pas éclipser non plus ceux qui l'interprètent, ceux qui nous amènent aux juges ordinaires. Et peut-être plus globalement à la question de la place de la jurisprudence. Quelle place pour la jurisprudence ? Le modèle classique, c'est celui du juge bouche de la loi. Ce modèle-là a sans doute, en partie en tout cas, vécu. Le problème, c'est de trouver une place pour ce juge au regard de la légalité. Ce n'est pas une source
au même niveau en tout cas que la loi, cela est nécessaire. Pour autant, certaines questions ont bien cristallisé le problème, par exemple celle du revirement de jurisprudence, mais on pourrait citer aussi la question de la correctionnalisation judiciaire, de l'interprétation, cela a été évoqué par Cédric Ribert tout à l'heure, qui sont des enjeux extrêmement importants pour comprendre la place du juge. Alors il faut sans doute réfléchir à la place du juge aujourd'hui dans un système de droit écrit, et cela, me semble-t-il, n'est pas encore complètement acquis et doit être pensé, peut-être même théorisé. Mais les juges ne sont pas les seuls à convoquer une relecture de la théorie des sources, les autres textes l'exigent. La loi et les autres textes ensuite, ce dernier mot renvoyant à un principe de textualité, pour reprendre la formule de Claude Lambois. Si le mot légalité pris au sens large peut être finalement conservé, il nous semble que celui de textualité a au moins trois vertus pédagogiques. D'abord parce qu'il confirme la prééminence de l'écrit sur toute autre source, et notamment sur la jurisprudence. Ensuite, parce qu'il rompt avec une ambiguïté pouvant exister entre la nature de la source et l'identité de celui dont elle émane. Et enfin, parce qu'il laisse apparaître d'emblée le fait que le législateur n'est plus le seul normateur, le droit pénal s'écrit à plusieurs mains. Et la pluralité de ces initiateurs du droit pénal et la complexité de leurs interventions là, ont été développés en théorie du droit. On a parlé tout à l'heure du passage de la pyramide au réseau, des hiérarchies enchevêtrées, bref, d'une dialectique du droit pénal. Ces théories-là décrivent effectivement cette évolution de droit, mais là où il y a peut-être un intérêt à la théorisation, à la rethéorisation, c'est peut-être dans l'idée de partage qu'implique cette pluralité. Or, l'écriture à plusieurs mains est très variable si l'on prend les objets de partage. Le partage de l'initiative en matière d'incrimination est sans doute celui qui est aujourd'hui développé, mais ici, il faut faire la part entre le partage qui est introduit par la Constitution et celui qui résulte du droit international et du droit de l'Union européenne. Alors, nous n'insisterons pas trop sur la question du partage introduit par la Constitution entre la loi et le règlement, qu'on retrouve à l'article 111-2, dans les articles 34 et 37 de la Constitution. On regrettera, comme beaucoup d'autres, le fait que le pouvoir législatif, finalement, confie beaucoup de choses au pouvoir réglementaire. Plus discutable est la combinaison entre la loi et le droit international et le droit de l'Union européenne. Ces dernières normes ont en commun de ne pas se préoccuper du droit existant, en tout cas dans les États, de sorte que l'éviction de redondance, de contradiction, incombe principalement au législateur. Ce dernier doit intégrer, c'est là son rôle pivot et essentiel, ce qui fait qu'il est une source peut-être différente d'autrefois. Ce dernier doit donc intégrer ces différentes normes et bénéficie pour cela d'une marge de manœuvre. Alors cette marge de manœuvre, elle a été évoquée, elle existe bien sûr, parce que le législateur peut prendre certaines libertés dans la détermination des textes. Par exemple, en posant dans le crime contre l'humanité qu'il y a l'exigence d'un plan concerté, alors que c'est dans nul autre texte international, on a bien ici une part de liberté. Mais cette marge, elle est extrêmement variable. Elle est variable, et notamment quand on prend la question des directives. La directive, a priori, ne détermine qu'un objectif, et le législateur conserve une latitude quant aux moyens. Il peut y avoir ici des différences importantes suivant les pays, mais aussi suivant les directives. La question de la consultation du dossier d'enquête durant la garde à vue le montre. De même, la loi du 5 août 2013
qui prétend se fonder sur la directive du 5 avril 2011 pour sanctionner la réduction en servitude, en réalité, doit beaucoup plus à l'arrêt Siliadin contre France qu'à cette directive. Aujourd'hui, mais avec les réserves qui ont été évoquées, seule une loi ou un règlement peuvent fonder directement une condamnation. Mais cette marge, elle est aussi parfois quasi nulle, tout au moins pour certains aspects, lorsqu'un règlement européen édicte une règle que le droit pénal intègre pour le sanctionner, ce qui est notamment en partie le cas de la fraude. Alors la combinaison des initiatives en la matière reste donc extrêmement variable. Du point de vue de l'incrimination, si on passe maintenant sur un deuxième registre, celui de la peine. Là, pour la peine, eh bien, on se dit a priori que la loi conserve une place tout à fait centrale. Pour autant, oui, parce qu'elle définit le taux, la nature des peines pour les crimes et les délits, avec bien sûr les limites qu'on connaît pour les contraventions. Pour autant, les directives européennes qui prévoient une peine minimale, eh bien, tendent à restreindre le choix nécessairement du législateur. Il y a donc là, sans doute de manière limitée, un partage d'initiatives, encore une fois. Si on s'attaque maintenant encore à un troisième registre, celui des principes généraux du droit. Les grands principes du droit pénal général sont énoncés dans le Code pénal et trouvent application en France. Est-ce à dire que le législateur a un monopole sur ces questions-là? Eh bien, la réponse, elle est peut-être là encore en partie négative, notamment parce que certaines directives s'inquiètent du principe de l'égalité, voire de la responsabilité pénale des personnes morales, comme le montre la directive relative à la cybercriminalité. Alors par conséquent, si la rethéorisation est pertinente, c'est, nous semble-t-il, pour mettre en cohérence cette complexité des sources textuelles et réévaluer les articulations entre elles au-delà de la simple question de l'initiative. Mais cette question-là ressort également si on envisage le contenu de la légalité. Et si on pense le texte? Penser le texte, c'est penser la source en elle-même. Or, penser le contenu de la légalité revient à s'interroger sur ce qui fait que la loi est réellement source du droit, sur les interdits qu'elle pose, et l'on pourrait alors distinguer la quantité et la qualité. La quantité a été évoquée par Pascal, je n'y reviendrai pas. Du point de vue de la qualité, du point de vue qualitatif, penser le contenu de la textualité pénale, c'est, nous semble-t-il, envisager la question de son accessibilité. Et cela revient à réfléchir sur l'écriture de la loi et sur l'organisation des lois, et notamment sur l'un des instruments d'organisation des lois, à savoir la codification. Du point de vue rédactionnel, le texte source du droit pénal doit remplir des conditions qui sont bien connues, celles de clarté, de qualité, qui sont chères à Portalis, qui ont été consacrées par le Conseil constitutionnel. Or, l'intelligibilité des textes doit peut-être être ici réactivée pour que la source devienne ou redevienne accessible dans certains cas. Pourquoi ? Parce que malgré les théories, on observe quand même des textes qui sont peu clairs. S'il est un droit qui doit être lisible par les citoyens, il s'agit bien du droit pénal. Or, que penser des textes qui sont parfois très confus, aux définitions qui sont parfois hasardeuses, des listes de plus en plus longues et pour lesquelles seuls les spécialistes de la question sont capables, et parfois avec difficulté, à identifier les périmètres d'une incrimination. Le constat n'est pas nouveau, mais il demeure. Par exemple, l'identification des infractions relevant de la criminalité organisée, eh bien aujourd'hui ce sont 2 articles avec 2 listes, l'une de 19 hypothèses, l'autre de 9 hypothèses, sachant que la deuxième liste exclut la question de la garde à vue, autant dire un champ quand même difficile à déterminer. Mais une technique rend particulièrement peu lisible le texte et renvoie à la question de la pluralité des sources, c'est la question du renvoi.
Alors certes, le Conseil constitutionnel a admis la technique du renvoi sous réserve qu'elle ne conduise le législateur à renvoyer la compétence normative au pouvoir exécutif, très bien. Certes, la Cour européenne des droits de l'homme en a fait de même avec certaines réserves. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, elle aussi, délivré un satisfecit estimant que la technique ne présentait pas réellement de difficultés. Ce jugement nous semble assez hâtif, voire définitif, spécialement dans un contexte de pluralité des sources. Et un arrêt récent illustre tout à fait cela. C'est un arrêt du 22 mars 2016. Dans cette affaire, les juges étaient confrontés à une hypothèse de renvoi multiple avec référence au droit de l'Union européenne. Des juges du fond avaient considéré, pour relaxer les prévenus s'agissant de transfert de déchets dangereux sans autorisation préalable, ce sont des juges Poitevin, mais ça n'a aucun rapport, en indiquant, je cite, « Ces textes procédant par renvoi multiple qui se croisent et se chevauchent au point de constituer un dédale obscur ne mettent pas le justiciable en mesure de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés et ne satisfont pas à l'exigence constitutionnelle de clarté et de précision d'un texte d'incrimination. » Que fait la Cour de cassation ici ? Eh bien, elle balaye l'argument d'un revers de main et entre en cassation. Alors, d'une manière générale, la technique du renvoi ne porte pas en soi atteinte au principe d'intelligibilité de la loi. Mais il est des cas, soit en raison de la multiplicité des renvois, soit en raison de la vacuité des sources, pour lesquelles il est nécessaire de s'interroger. Le renvoi en cascade, quand il faut lire 4, 5 ou plus de textes, constitue peut-être un excès. Le renvoi optionnel, qui existe dans le Code pénal, renvoyant pour certains aspects au droit interne ou au droit international, existe également. On a même le renvoi blanc-seing qui renvoie, en matière de pêche notamment, au règlement, à la réglementation de l'Union européenne. Ce sont autant de figures extrêmes de cette technique qui suscitent les critiques les plus importantes et qu'il convient de limiter. L'alternative est ici la réécriture du texte, à la suite d'une censure du Conseil constitutionnel, par exemple, ou de la CEDH, ou en incorporant le droit international ou le droit européen. Mais attention, encore une fois, le législateur qui prend sa plume, ici, retrouve l'initiative et parfois certaines libertés, quitte parfois à mettre en porte-à-faux un texte par rapport au droit international qui est censé inspirer ce texte. Donc une accessibilité de la source qui nous semble défaillante en raison d'un déficit rédactionnel, mais qui résulte aussi d'une codification à repenser. Penser la codification, car l'accès au texte et donc à la source du droit pénal est une condition essentielle de sa lisibilité. Pour répondre à cette exigence, le droit pénal, alors loi ou règlement d'ailleurs, s'est structuré en code, mais cette codification n'a jamais été aboutie et doit être réenvisagée, inaboutie, en raison de l'éclatement des sources du droit pénal. Alors, ça a été évoqué, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser à une codification ? Sans doute pas. Sans doute pas pour une première raison, peut-être que cette codification n'est pas souhaitable. La loi du 29 juillet 1881, par exemple, pose un régime particulier, protecteur de la liberté d'expression, et on voit bien avec le passage d'apologie de cette loi au Code pénal que finalement la codification peut avoir une incidence. L'éclatement est-il opportun ? Là encore, sans doute pas, parce que rassembler tout le droit pénal dans un code, ça n'est peut-être pas souhaitable. Le droit pénal est parfois, dans des matières très techniques, l'accessoire. L'éclatement est-il insurmontable ? Eh bien, c'est la commission Léger qui a renoncé à réunir la totalité des incriminations, et il semble aujourd'hui qu'une codification, pour accentuer les traits, finalement est dans un seul tome bien sûr, est un pis-aller. C'est impossible aujourd'hui de tout codifier.
Mais cette codification, nous semble-t-il, elle doit être réenvisagée. Parce que le code, alors qu'il n'a que 22 ans, eh bien, voit sa structure profondément fragilisée. 2 marqueurs permettent de le vérifier. Le premier, c'est la numérotation des articles. On trouve des textes à triple série de chiffres. L'article 421-2-5-1. On trouve même des articles avec des lettres. Article 226-16-1, grand A. Les 2 techniques traduisent finalement les limites de la numérotation discontinue. Le plan même pose problème, notamment avec le livre 4 bis relatif aux crimes et aux délits de guerre, qui illustre cette perte de cohérence et qui, au passage, commence par les articles 461-1, ce qui condamne la création d'un titre 6 dans le livre 4, ce qui montre bien que le plan, quand même, comporte quelques difficultés. Le second marqueur, c'est le problème de placement des incriminations. Le code pénal a été pensé avec des valeurs structurantes, la vie, la dignité, ce qui est extrêmement pertinent et intellectuellement satisfaisant. Reste qu'il faut encore placer correctement les incriminations. L'esclavage, par exemple, a été placé parmi les atteintes à la liberté, alors que peut-être on aurait pu le placer avec les atteintes à la dignité, notamment la traite des êtres humains et quelques autres. Mais l'effort le plus important de restructuration et de rethéorisation de la source nous paraît devoir être fait en procédure pénale. L'architecture actuelle du code pénal n'est plus satisfaisante. Le code doit être rebâti autour de grandes théories, l'action, la preuve, les droits de la défense, peut-être quelques autres, à l'instar de ce qui a été fait notamment pour le code de procédure civile. Alors en conclusion, à la question faut-il rethéoriser la source du droit pénal, eh bien il nous semble que la complexification des sources du droit appelle une réflexion déterminée par le souci de lisibilité du droit pénal. L'intégration de la diversité des sources doit être pensée dans l'écriture du texte pour faciliter sa connaissance, sa compréhension. La réflexion sur la légalité comme source rejoint finalement, bien évidemment, la question du principe de l'égalité. Je vous remercie. Je suis absolument stupéfait de la qualité de ces 2 interventions parce que je me retourne vers Delphine. Lorsque l'on a réfléchi sur l'organisation de ces interventions, on a trouvé que c'était intéressant de dire, tiens, c'est vrai que la légalité, c'est un principe, on voit dans la Déclaration des droits de l'homme, dans la loi, donc c'est un principe de l'égalité. Puis on s'est dit, oui, mais la légalité, c'est la loi, donc la loi, c'est la norme. Le droit pénal, c'est la norme pénale, en fait. Et donc, c'est une source, c'est la source du droit pénal. Voilà. On a dit, tiens, c'est pas mal, l'égalité, principe et source. Bon, évidemment, on n'avait pas à le traiter. Après, il faut le traiter. Et là, je trouve qu'on est tout à fait dans ce qu'il fallait faire, quoi, c'est-à-dire mettre l'accent sur les fonctions, la légitimité, la sécurité, donc ça c'est vraiment le principe, et puis après on entre dans la substance, dans l'articulation entre les différentes sources en fait, et puis la qualité de la loi, en tant que norme elle-même, donc on est vraiment dans la source, et finalement on aboutit à ce qu'il faut, il faut rethéoriser quand même, rethéoriser pour recodifier. Voilà, c'est bien ce que je vois. Je pense que le code pénal, je ne suis pas sûr qu'il faille... le problème du code pénal, c'est que le livre 1, est bien fait quand même. Enfin, je trouve. Le livre 2, livre 3, livre 4, c'est le livre 5 qui est un peu gênant parce que ce livre 5... était destiné justement à englober tout pour que le droit soit plus lisible, clair, voilà, que ça corresponde aux principes aussi de sécurité.
Et puis, bon, bah, ça ne l'est pas, et aujourd'hui, bah, on y ajoute tout ce qui va être, tout ce qui est voté ou qui va être voté, mais sans grand souci de cohérence, en fait. Hein. Bon, on reste toujours saisi par évidemment la proximité de la protection de l'animal et la protection donc de l'embryon. Donc, bon, tout ça, il y a des voisinages, parce que je parlais il y a un instant, bon, de la place des incriminations. Bon, il est évident que là, bon, il y a une absence de réflexion préalable, quoi. Bon, mais à l'époque aussi, la protection de l'animal n'était pas non plus, bon, faisait pas l'objet d'une réflexion comme elle peut le faire aujourd'hui, surtout depuis la loi de 2015, bon, sur la reconnaissance de l'animal en tant qu'être sensible. Donc, et je pense d'ailleurs que pour m'intéresser plus également à ces questions, que si le code pénal a joué un rôle dans la prise de conscience de la protection de l'animal et donc de la modification du code civil, je me demande si aujourd'hui, eh bien, c'est pas le code civil donc, qui pourrait faire évoluer donc, voilà, la protection pénale donc, en matière d'animal, donc, ce qui fait qu'il y aurait un retour d'ascenseur. Donc ce serait intéressant de voir si ça pourrait se vérifier. En tout cas, je vous remercie donc infiniment donc, de tout cœur pour ces deux interventions.